Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce dernier jour du mois d'avril 2026. Nous sommes le jeudi 30 avril et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, à savoir Martine Donnette et Yann Deva. Alors, cette émission est inscrite un petit peu sous les angles des États généraux de l'alimentation. En pleine période de crise agricole, c'est l'occasion aussi de reparler du gaspillage alimentaire, mais également des surfaces illicites de supermarchés incarné par mes deux invités ce soir. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Et derrière moi, donc, des ouvrages pour m'accompagner. Les 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Ensuite, Frais de palais de René Dosière, la vérité sur les dépenses de l'Élysée. Histoire de l'alimentation végétale de Monsieur Maurizio, docteur Maurizio. Corinne Lalo, que j'ai reçu hier soir, les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas. Quand les masques tombent de Jérémy Mercier. À ma droite, Corinne Gouget sur les additifs alimentaires, avec Claire Sévrac bien sûr à côté, la guerre secrète contre les peuples, le complot mondial contre la santé, la coupe est pleine avec Sylvie Simon, et enfin crime alimentaire organisé. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mes invités, je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, et je rappelle et bien sûr que je n'appartiens à aucun réseau hermétique. Je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Et bien entendu, mes invités restent entièrement maîtres de leurs actions et de leurs paroles. Merci et à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Martine et Yann. Bonsoir Nicolas et bonsoir Yann. Alors en fait, je ne vous entends pas. Ah, tu nous entends plus? Ah, bon. Alors, je suis ravi donc de vous recevoir tous les deux, Martine et Yann. Donc ce soir ensemble, nous allons parler de l'alimentation. Donc Martine, en attendant que Yann retrouve l'audio, eh bien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos invités, vos liens d'intérêt potentiels, etc. Bon, je vous ai reçu il y a à peu près maintenant 18 mois à 2 ans. Donc vous travaillez sur la dénonciation des surfaces illicites de supermarchés. Donc dans les supermarchés, on y va aussi chercher de la nourriture, entre autres. Donc, je vous laisse vous présenter en quelques mots et ensuite, je laisserai la parole à Yann. Je vous en prie. Oui, merci. Donc, nous sommes une association de commerçants indépendants et d'artisans qui défendons leurs droits fondamentaux parce que c'est ça qu'on oublie de répéter à chaque fois et maintenant, il faut qu'on le fasse. C'est que les artisans, les commerçants, ils achètent des fonds de commerce et malheureusement, ces fonds de commerce, on voit bien qu'ils périclitent à cause des abus de la position dominante de la grande distribution et aussi à cause des abus des surfaces illicites. Alors, on est aussi connu parce qu'on se bat contre les surfaces illicites, mais aujourd'hui, on le voit bien, ça devient, il y a un hypermarché, il y a un supermarché à tous les coins de rue maintenant, si vous voulez. Donc, c'est pourquoi on a rencontré Yann plusieurs fois déjà. Et si aujourd'hui on arrive sur un gaspillage alimentaire, c'est que tous ces mètres carrés, il faut qu'ils soient achalandés et automatiquement, il y a la consommation n'est pas au rythme des mètres carrés autorisés ou non autorisés. C'est ça, tout c'est sur ça. C'est-à-dire que quand vous avez des kilomètres et des kilomètres de rayons il faut qu'ils achalandisent, il faut qu'ils mettent en rayon toute cette marchandise et la concurrence elle est tellement importante qu'ils n'arrivent pas à écouler et c'est pour ça que
Yann fait les poubelles pour voir justement dans ces conteneurs le gaspillage alimentaire. C'est pour ça que c'était intéressant aujourd'hui qu'on fasse cette émission ensemble, parce qu'il y a le problème des surfaces illicites, parce que justement, on est dans l'élimination de la petite entreprise, l'entreprise locale, que ce soit les bouchers, les boulangers et autres, qui créent de l'emploi local. Et puis, on a aussi le problème de l'alimentation, qui est important de voir avec Yann. Bien sûr. Alors justement, bon, Yann a des soucis techniques. Ça fonctionnait très bien avant le direct et depuis qu'il y a le direct, il ne nous entend plus. Donc je dirais sabotage ou je ne sais quoi. Alors, avant de lui laisser la parole, s'il nous entend, eh bien, on s'est rencontré, Yann, sur Nexus, puisqu'il y a 1 mois et demi, fin février, j'étais sur Nexus. Voilà. Ça va mieux? Tout bon. C'est bon, parfait. Ben, ça tombe bien parce que je parlais du jour de notre rencontre. C'est-à-dire que quand j'étais en direct sur Nessus fin février, tu es passé et puis Marc Daoud, que je salue, me disait que tu allais passer. Je ne savais pas qui tu étais. Et ensuite, quand je t'ai vu et que tu as parlé du gaspillage alimentaire avec l'affaire Braun-Pivet, c'est là que j'ai eu le déclic. Et en fait, dans l'émission, vous passiez l'un après l'autre. Et Martine était frustrée parce que vous auriez voulu échanger. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire l'intermédiaire, d'où l'émission de ce soir, puisque justement, pour moi, ce qui compte, c'est que on est les états généraux de l'alimentation avec à la fois le gaspillage alimentaire, mais également les surfaces illicites de supermarchés, et peut-être un jour prochain, avoir aussi des acteurs concernant la nutrition. Je pense à des Thierry Casasnovas, par exemple, ou à d'autres personnes encore comme Jacqueline Barthélémy sur le riz complet. C'est-à-dire que en fait, l'alimentation, c'est le cœur même de notre terroir, de notre culture et de notre pays. On a bien sûr l'éducation, la santé, la justice et tout ce qui va avec, mais dans notre assiette tous les jours, on a besoin de manger. C'est-à-dire que le corps ne peut pas survivre éternellement, même si le jeûne peut se pratiquer longtemps, mais on ne peut pas faire ça 2 mois dans l'année. Donc, on a besoin de manger, on a besoin de nos agriculteurs, nos paysans. Et donc, je salue aussi et je dédie cette émission à tout le monde agricole, quelles que soient les guerres d'ego de chacun, etc. Parce que malgré tout, bah, il nous faut manger et on a besoin d'eux. Voilà. Alors Yann, avant de te laisser la parole, je vais partager quand même un de tes faits d'armes, parce qu'il faut rappeler, il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. C'est en plus notre cher Yael Braun-Pivet et fait encore l'actualité avec Total et ses actions oubliées dans la déclaration. Donc là, pour Nexus, tu intervenais. Voici ce que tu as demandé à Yael Braun-Pivet. Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la... Ce sont des questions des Français. Et alors, vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs. Là, vous ne voulez pas répondre à ma question. Pourquoi vous refusez la commission d'enquête concernant l'affaire Epstein, madame? Là, je vous parle de gaspillage alimentaire et j'adorerais, mais j'aimerais tellement que vous vous intéressiez au vrai sujet qui intéresse les Français, le gaspillage alimentaire. Je suis là pour ça, justement, madame. Là, c'est la vraie langue de bois. Hein. Le et alors façon Scheim, tu sais, avec et alors, qu'est-ce que ça fait? Bah là, c'est ça. Non, mais et j'adore parce que toujours avec le sourire, on sent le petit gamin farceur, tu sais, qui dit c'est bon, je l'ai bien asticoté. Alors, ça, c'est la version officielle, on va dire. Mais le côté officieux, c'est qu'après, tu as pris 13 heures de garde à vue. Donc, je voudrais que tu reviennes sur toute cette épopée alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé après cette entrevue, comment dire, courtoise mais brève avec la présidente de l'Assemblée nationale? En fait, ce qui s'est passé, donc cette intervention était en février dernier. 1 mois avant, je reçois un mail de Guillaume Garot, qui est à l'origine de la loi contre le gaspillage alimentaire. Cette loi, elle a 10 ans. Donc, je reçois un mail, vu que je fais partie des acteurs liés à cette thématique-là depuis de nombreuses années. Je reçois un mail d'invitation et je me dis, c'est l'opportunité rêvée pour que je puisse interviewer Guillaume Garot, car je suis en train de faire un film sur ce sujet-là, qui sera dans les salles en décembre de cette année. Et puis pour lui parler des chiffres qui sont en dessous du niveau de la mer, quoi, au niveau statistique et au niveau
Voilà, enfin, la loi, c'est un écran de fumée. Et je savais que Yael Braun-Pivet allait introduire cette journée-là. Donc là, on est à l'hôtel de la Sey, qui est en fait sa résidence principale. Donc vous avez pu voir dorure, moulure, parure, c'est Oui, très c'est la grande précarité la du grande gouvernement. précarité. Ouais, c'est ça. Et là, et là, je me dis, est-ce que j'en profiterai pas pour lui poser une question redoutable? Parce que la veille, j'avais vu sur un média mainstream qu'elle s'opposait à la commission d'enquête relevant du dossier Epstein. Et je regarde autour de moi et je me dis, il y a que des moutons blancs. Et si je me mettais en mouton noir, c'est pas la meilleure posture, qu'on soit bien d'accord. On est bien d'accord. Parce que pour le mouton noir, c'est prison directe, hein. Enfin, Guylaine Lanctot en parlait très très bien. Ra Euh, rappelons rappelons juste 30 secondes que, si elle s'est opposée à cette commission, c'est parce qu'elle a des conflits d'intérêts avec le cabinet d'Hervé Temim, qui avait comme client Jean-Luc Brunel et comme elle était avocate à l'époque, ça explique beaucoup de choses par oui, la oui, mais suite. il y a ça, mais c'est parce que la France, c'est un vivier à pédos. Bien sûr, Et ce serait catastrophique d'enlever les noms qui sont derrière les petits carrés noirs, le caviardage en réalité. absolument. Donc voilà. Et là, j'y vais et je me dis, je mets mon casque et ma ceinture. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais, je, je vais accoster une personne assez forte qui a une certaine oration, qui est chez elle, et qui a l'habitude de dompter entre guillemets 550 députés au sein d'un hémicycle, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Et là, je lui pose la question, elle réagit mal. Elle dit «Et alors?» Donc là, c'est devenu un mème, cette réflexion-là, parce que c'est totalement lunaire de dire ça en réalité. C'est une question des Français, et alors? Mais ma petite chatte, enfin, c'est moi qui te paye en fait, réponds à mes questions, quoi. Et donc elle a botté en touche et elle a osé aussi me dire, parce que forcément je suis totalement inconnu, vous ferez mieux de vous intéresser au gaspillage alimentaire. Et je lui ai dit, Madame, c'est la raison pour laquelle je suis là. Voilà. En toute diplomatie, en toute Bien sûr, non, forme non, mais c'est important. journalistique. Voilà, j'ai gardé un certain sang-froid et une certaine posture. Et, hum, et puis il se trouve, par le hasard ou par l'agenda cosmique, peu importe, que je fais une action avec France 3 10 jours après à Paris. Et il se trouve que les caméras du Auchan de Brétigny-sur-Orge prévient la BAC. Et la BAC m'arrête à minuit, 1 heure du matin, et pour vol, parce que il y a eu donc ils m'ont coffré pour vol, parce que le Dourdan, l'Intermarché de Dourdan et le Auchan de Brétigny-sur-Orge portent plainte, donc premièrement pour vol en réunion, parce que j'étais avec un collègue à Dourdan, donc ça c'est dans le 91, et Brétigny toujours dans le 91, et vol simple, donc de denrées périmées qui n'appartiennent. Elle est belle cette image de Elle Coluche là, cette est photo elle est là que tu es en train extraordinaire. de passer. Quand on pense qu'il suffirait que les 1979, gens n'achètent pas pour que tout ça ne à se fait. vende plus. C'est dans le sketch de Tellement Misère, juste. Et ça, c'est voilà, tellement ça. voilà, ça c'est le boycott de la grande distrib. Bref. Et j'ai l'impression que je t'entends plus, Nicolas. Si, si, je suis là. Ouais, Martine, en vous fait, quand m'entendez? tu fais du partage d'écran, je t'entends plus. Ah bon? Bon alors attends, je vais arrêter le partage, ça va mieux là? Et je t'entends super loin maintenant, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Vous Ah ouais. m'entendez bien, vous? Ben moi, parfait, Hein. nickel. Ok, parfait, parfait. Bon, ok. Et Non, non, donc, mais je c'est prends, je parfait. prends 13 heures. Donc, voilà, je fais une bonne nuitée sur un matelas assez rigide quand même. Et puis, je ressors le lendemain à 13 heures. Je fais une vidéo pour raconter un peu l'événement. Je publie ça sur nos réseaux. On a une relative communauté qui nous suit bien depuis 13 ans déjà. Et puis là, ça buzz de partout, quoi. Ça buzz de partout. Donc, j'ai 200 € d'amende et un stage de citoyenneté à faire que je ne souhaite pas du tout faire. Il y a une cagnotte pour me soutenir quant aux frais de justice et cagnotte corrélée au film que je suis en train de réaliser. Voilà.
Donc ça, c'est la cagnotte, Ah, je c'est t'entends pas du tout. Je vais me reconnecter et je reviens. C'est ouais, ouais, super ouais. bizarre. Ouais, mais ça C'est arrive super souvent. bizarre. Tu sais, c'est comme ça que c'est quand on côtoie des infréquentables comme moi, ça arrive souvent, ça. Euh, alors, Martine va pouvoir rebondir en attendant. Oui, ben, alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit, les paroles de Madame Van Pivet. Quand elle a dit, elle ose dire que les députés contrôlent que les lois soient appliquées. Mais on marche sur la tête. Hein. Il faut. Alors, je vais reprendre. Je l'avais pas bien cerné ce passage-là, mais je vais la reprendre et la remettre comment. Je vais la faire circuler. Parce que quand on sait quand même que personne ne va contrôler les surfaces illicites, des lois, la loi elle existe, le traité de fonctionnement de l'Union européenne sur l'abus de position dominante et la concurrence déloyale, c'est depuis 1958. Alors si ça a été appliqué, on n'en serait pas là avec plus de 5 millions de mètres carrés de surface illicite. Mais elle ment, là ce sont des mensonges. Parce qu'on lui a écrit suffisamment, elle ne répond pas à nos courriers. Quand on lui demande une commission d'enquête, alors ils viennent de faire une commission d'enquête pour 4 milliards de l'audiovisuel, mais quand on leur demande de faire une enquête sur 418 milliards de fraude, là, il n'y a personne qui nous répond. Est-ce que Yann revient? Yann, tu nous entends? Ouais, je suis désolé, on va faire comme ça parce que je sens que ça va être comme ça durant toute l'émission. Donc, Martine, parlez-lui, savoir s'il m'entend, s'il entend. Oui, Allez-y. je. Tu entends Martine, Yann? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bon, on va essayer de faire en sorte. Oui, non, mais de toute façon, c'est ni la première ni la dernière fois, donc on va faire comme ça. Donc, on a passé justement ta vidéo. Donc, tu as pris 13 heures de garde à vue donc, concernant le gaspillage alimentaire. On rappelle que Jack Lang est toujours en liberté, qu'il est sous escorte policière et que les pédocriminels de ce pays sont toujours protégés. Pour bien faire la distinction entre, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Hein. Jean de La Fontaine, 1678, les animaux malades de la peste. Alors justement, depuis cet épisode-là, et avant que ça bug, je te demandais si c'était la cagnotte à l'abordage du gaspillage alimentaire à laquelle tu faisais référence. C'était totalement celle-là. C'était totalement celle-là. Donc on va la partager. Voilà. Donc là, voilà, c'est à l'abordage du gaspillage alimentaire. L'histoire peut paraître incroyable, mais elle est pourtant vraie. Un militant contre le gaspillage alimentaire interpelle la 4e personnalité politique la plus influente de France lors du 10e anniversaire de la loi contre le gaspillage alimentaire à l'Assemblée nationale. Madame, pourquoi s'opposer à la commission parlementaire visant l'affaire Epstein? Donc, on va pas revenir là-dessus, voilà. Mais on est à 50 000 euros de cagnotte d'objectifs avec 2171 euros atteints. Voilà, donc je mets comment dire, le lien dans le chat. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette cagnotte? Oui, alors ce qui s'est passé, je savais que Kyria Gay, donc Ouais. Kyria qui est une paysanne restauratrice, et son restaurant s'appelle La Table de Gaïa. Vous pouvez vérifier ça sur les réseaux, et vous la connaissez sûrement parce que elle a une très grande communauté et elle n'a pas la langue dans sa poche. Je savais que Kyria faisait de l'art administratif. Comme Dieudonné, sauf qu'elle n'a pas du tout copié Dieudonné. Il se trouve que les étoiles se sont alignées et quand il y a une idée dans l'air, il suffit de tendre le nez et puis ça vient. Donc je l'ai vu déchirer l'obligation vaccinale du préfet de l'Ariège pour en faire un sublime tableau. C'est cette fameuse vache bleue entourée de fleurs que tout le monde a vu. Et d'ailleurs, cette cagnotte a été strikée par le préfet de l'Ariège avec le procureur. Ah, c'est la fameuse cagnotte, justement. Il y a 15 jours, c'est ça? Ouais. Tu nous entends là si on parle comme ça? Non. Ah ben là, on t'entend plus. Bon, on va reprendre le téléphone. Ah non, mais c'est dingue, c'est dingue. Non, mais j'ai eu ça il y a 10 jours sur le deuil d'un enfant aussi avec une invitée. Vas-y, poursuis, c'est pas grave. Ok, ça marche. Du coup, donc Kyria se fait striker la cagnotte il y a 15 jours, 3 semaines, par ordre du préfet, du procureur. Bref.
Et quand je sors de mes 13 heures, de garde à vue, j'appelle Kyria et je lui dis, est-ce que tu souhaites faire de l'art administratif avec cette faction, ce polycopier que je viens d'avoir qui correspond à ma garde à vue et au vol de denrées dans les poubelles. Et elle me dit oui. Et du coup, sur cette cagnotte-là, vous voyez son tableau et on s'est réparti la cagnotte. Donc, il y a 50 000 euros. Moi, j'ai besoin de 25 000 euros pour le projet. Il y a 12 500 euros pour Kyria et il y a 12 500 euros pour des associations d'aide aux victimes liées à la pédocriminalité. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe… D'accord, ok. Voilà. Et Kyria fait ça avec toutes les personnes qui souhaitent apporter leur projet. Il y a une personne qui a arraché un drapeau de l'Europe au sein de Syrie. Il encourt de l'amende et de la prison aussi. Donc là, la cagnotte, elle n'est pas encore en ligne parce que là, pour le coup, Kyria a d'autres chats à fouetter. Et en fait, voilà, il suffit d'apporter son projet et la somme sera divisée par le porteur de projet, par l'artiste. Et donc, le porteur de projet a le choix de dédier une partie de la somme, soit un tiers, à une association de son choix. Et donc moi, vu que c'est corrélé aussi à Yael Braun-Pivet et l'affaire Epstein, je me suis dit que… Ouais, non, mais c'est bien de répartir sur plusieurs points. Et je rebondis là-dessus, si tu me le permets, parce que déjà, je voulais encore une fois, je l'ai fait sur Nexus, donc je te le réitère ici, je voulais t'exprimer mon admiration pour le boulot que tu fais concernant le gaspillage alimentaire, parce que c'est un vrai sujet et on l'exploite très peu, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on gaspille autant qu'on consomme quasiment à quelque chose près, donc il y a quand même un énorme gâchis. On n'a pas… 40%, on jette à peu près 40%. Tout à l'heure, dans quelques instants, je diffuserai la bande-annonce du film Discount à laquelle je faisais référence sur Nexus quand on s'est vu, parce que je me suis refait le film il y a une semaine. Le film date de 2013 et c'est assez sidérant parce qu'il est toujours d'actualité. En fait, c'est l'histoire de salariés de supermarchés Discount qui sont menacés par des caisses automatiques. Vous savez, les fameuses caisses qu'on a à Leclerc, etc. maintenant. Et pour lutter contre le licenciement économique qu'ils subissent, donc dedans, il y a Corinne Maziero, etc. Et c'est Zabou Bretman qui joue la chef du supermarché. Eh bien, ils vont piquer les invendus parce que tous les soirs, à la sortie, ils vont mettre un produit qui empêche la consommation des invendus et ils vont créer une épicerie alternative et solidaire avec des tarifs 4 fois moins chers. Et franchement, l'idée, elle est incroyable. Et il y a ça. Et puis, de ce fait, sur l'histoire des cagnottes, parce que souvent, on a des critiques de gens qui disent ouais, mais par exemple, les agriculteurs, c'est pas à nous de les aider, c'est l'État qui devrait faire son boulot. Le problème, c'est que l'État nous a déclaré la guerre le 16 mars 2020, 6 fois de suite. Il y a le chef des armées, à ce moment-là, Emmanuel Macron, qui a dit « Nous sommes en guerre », sauf qu'il n'a pas précisé « contre vous ». Et donc, de ce fait, on ne réagit pas à une guerre avec des fleurs. Quand on prend 15 baffes, on ne tend pas la joue gauche pour la 16e. Et donc, de ce fait, s'entraider entre nous, entre citoyens, dans la société civile, parce que Raffarin appelait la France d'en bas et puis les gens qui ne sont rien, comme disait Macron, bah, c'est la nouvelle alternative pour s'émanciper de ce système, parce qu'en fait, le système veut nous détruire, on ne va pas lui demander un soutien, sinon ça s'appelle du syndrome de Stockholm. Donc à partir de là, la démarche justement des cagnottes est celle-ci, et comme tu le sais, je pense, Yann et Martine, eh bien, nous aussi, on fait des émissions solidaires tous les mois pour aider un agriculteur. Frédéric de la chaîne Liberté de Conscience est dans cette démarche. Et à partir de demain, la cagnotte de Frédéric Reynaud, qui a déjà démarré officieusement, on est à 400 € pour Frédéric déjà. Il en a besoin aussi de 50 000 €. Je suis allé le rencontrer dans le Cantal. Je l'appelle un peu le Bourville du Cantal parce que c'est quelqu'un de brave qui fait des lentilles. C'est un maraîcher. Et il a 60 hectares et donc il a des roues et il aimerait justement pouvoir faire profiter plus de monde parce que justement il y a un hangar solaire à réhabiliter, etc. Et donc tous les mois on essaye d'aider justement quelqu'un qui est dans la panade pour sauver un agriculteur. Voilà. Donc maintenant Martine, je vais vous redonner la parole parce que rappelez-nous un petit peu le principe des surfaces illicites de supermarchés
et justement, comment vous vous battez depuis 40 ans pour dénoncer ce fléau. Alors, je vais parler des surfaces illicites, mais avant, je voudrais aussi qu'on fasse une petite parenthèse, enfin une petite parenthèse, c'est péjoratif, oui, mais le sujet est très important, sur le DICRIM, qui peut sauver les agriculteurs, puisque les communes sont obligées de faire un plan de sauvegarde justement pour l'amélioration, pour avoir du ravitaillement alimentaire près des communes. Donc là, on peut avoir les paysans, on peut sauver les paysans à l'intérieur du DICRIM. Mais là, il faudra qu'on en reparle. Je vais reparler sur les surfaces illicites et on reviendra sur le DICRIM si vous voulez. Oui, bien sûr. Je mets ça de côté, allez-y. Voilà. Donc nous, le travail de l'association, c'est qu'on a dénoncé que depuis 40 ans, la grande distribution s'est implantée sans autorisation d'équipement commercial et parfois sans permis de construire. Donc, on s'aperçoit que quand on fait des procédures, on est obligé de solliciter les préfets, puisque le préfet est l'organe de contrôle de la grande distribution. Et quand on sollicite les préfets, et c'est là que je reproche quand même à Mme Braun-Pivet la réponse qu'elle nous a faite, a fait à Yann, mais quand on sollicite les préfets, eh bien, il faut engager la procédure parce que le préfet, alors qu'il a l'obligation de contrôler les surfaces illicites, on est obligé de saisir la justice pour le contraindre d'aller contrôler les surfaces illicites. Donc, tous ces surfaces illicites, automatiquement, perturbent le commerce de proximité, perturbent les centres-villes, et c'est à l'intérieur des centres-villes qu'il y avait aussi la distribution alimentaire des petits maraîchers et autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est fruits et légumes, eh bien aujourd'hui, on le voit bien même avec les marchés, parce que les marchés maintenant, c'est des peaux de chagrin, hein, et c'est plus les beaux marchés comme on a eu dans le temps, mais tous les producteurs qui venaient sur les marchés, eh bien, sont aussi concurrencés puisqu'ils ne sont pas soutenus, que ce soit les paysans ou que ce soit les agriculteurs, les petits agriculteurs. On voit bien qu'ils ne sont pas soutenus. Et si aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui impose à la grande distribution, s'il y avait une loi qui disait, voilà, vous allez vendre 50% des fruits et légumes, vous allez les faire avec les maraîchers, eh bien, la situation ne serait pas la même, hein. Mais là, automatiquement, quand vous avez les pommes qui font le tour du monde, vous avez des légumes, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est une vraie catastrophe. Donc là, on n'est pas suffisamment, comme vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, il faut qu'on arrive à remettre dans le débat toutes les personnes qui connaissent le parcours justement de cette alimentation qui fait le tour du monde avant d'arriver dans les supermarchés, au détriment de toute l'agriculture et de toute la paysannerie autour de chez nous. Alors, parce que justement, avant de prendre le direct, Martine et Yann, on a un peu amorcé l'émission, mais je voudrais qu'on en reparle en direct parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes qu'on avait pu dire tous les trois. Il faut rappeler déjà que Klaus Schwab, dans son livre La grande réinitialisation en 2020, donc Klaus Schwab, pour ceux qui ne sauraient pas encore qui c'est celui qui était le patron de Davos, le créateur du forum de Davos, avait dit qu'en 2020, il disait que d'ici 2035, la plupart des métiers que nous connaissons disparaîtraient et que des métiers que nous ne connaissions pas encore apparaîtraient d'ici 15 ans. Et donc, nous sommes en 2026, donc il reste moins de 10 ans et vous avez vu à quel point le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la robotisation à marche forcée a empiété sur tous les domaines de la vie, que ce soit de l'agriculture, de l'école, de la santé ou de la justice, par exemple. Ensuite, il faut rappeler aussi, pour le devoir de mémoire, que Bill Gates, le 15 février 2010, et feu Claire Sévrac le dénonçait dans la guerre secrète contre les peuples en 2015, eh bien dénonçait le fait que nous étions trop nombreux sur Terre en tant qu'humains et que d'ici 2050, nous allions être 9 milliards et que potentiellement, la planète Terre ne pourrait pas supporter autant d'habitants avec les matières premières. Donc, pour réduire l'empreinte carbone, donc pour sauver la planète,
qui est le grand totem des mondialistes. Enfin, c'est pour les gueux, parce que pour eux, les jets privés continuent de tourner pour aller au COP 26, 27, etc. Et donc, eh bien, il fallait réduire l'empreinte carbone et donc potentiellement réduire les humains. Et il disait dans sa conférence, que j'ai diffusée plein de fois en émission, qu'il fallait améliorer les services de santé, ou plutôt les faire empirer, qu'il fallait améliorer aussi les injections, les vaccins, qui permettraient de réduire de 10 à 15% la population mondiale. Et à ce moment-là, la salle était hilare, comme si elle n'avait pas conscience de ce qui était dit. Et ensuite, eh bien, quelques années plus tard, en 2023, il y a un rapport de la Cour des comptes qui nous dit texto que pour réduire l'empreinte carbone, eh bien, il faut réduire le nombre de bovins. Donc, les abattages d'animaux qu'on a depuis plusieurs mois maintenant sont parfaitement orchestrés par le système parce qu'on arrive à avoir 30 CRS qui viennent clôturer une exploitation avec des fléchettes, avec des armes d'assaut, presque des chars. Par contre, des pédos, on n'arrive pas à s'en occuper. Xavier Dupont de Ligonnès, on n'arrive pas à le retrouver alors qu'on pourrait très bien le faire, je pense. Par contre, aller emmerder des agriculteurs qui essayent juste de vivre de leur exploitation et ce qui s'est passé pour Christelle Record, bien sûr, je lui rends hommage ce soir à Christelle, mais comme je pense à une agricultrice qui est venue me voir à Aix-les-Bains ce week-end et qui m'a dit, voilà, ce qu'a vécu Christelle Record, moi je vais le vivre mercredi prochain, donc c'était il y a 2 jours, enfin hier qu'elle l'a vécu théoriquement, et en fait ça arrive partout en France, mais de manière très ciblée, c'est-à-dire que maintenant, on va les chercher à 6 heures du matin, on va s'occuper de leurs bêtes avec des fléchettes, on va les injecter limite à leur insu. Il se passe exactement ce qui s'est passé durant le Covid. C'est pour ça que je dis souvent, Covid-19, Dermatos 2026, même combat. On a les mêmes acteurs, les mêmes narratifs, les mêmes logiques et les mêmes conséquences. C'est réduire l'empreinte carbone et surtout tuer la paysannerie parce que les mondialistes détestent les artisans, les TPE, les PME, tout ce qui est proche de la terre, etc. Parce que le but, c'est de faire grandir les Microsoft, Google, Amazon, McDonald's, qui accessoirement fait manger de la chair humaine, de la viande humaine à ses consommateurs. Donc, comment on fait, Yann, devant cette situation, toi qui, avec les récupérants, lutte contre le gaspillage alimentaire, est-ce que le film Discount pourrait se convertir d'une manière peut-être un peu différente dans la vraie vie? Est-ce que finalement, il ne faut pas retrouver une forme de souveraineté entre nous? Comment tu vois les choses? On est obligé de faire barrage à ce que l'ONU a écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est-à-dire la destruction des États-nations. Et on voit que ça fait 80 piges que ça dure. Et la grande distribution Carrefour, c'est le plus vieux, ils ont 60 ans. Et en fait, la nourriture industrielle transformée et biocidée est un plan d'action pour créer un génocide lent sur les populations. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et ceux qui arrivent à nous nourrir nous traitent par la suite avec de l'allopathie, quoi. Voilà. Et la solution, elle est simple, elle peut être mise en place par tout un chacun, parce que tout le monde au quotidien consomme, et la grande distribution a énormément de consommateurs. Et il suffirait de rediriger notre petit argent vers une agriculture vertueuse, une agriculture saine et locale. Et en fait, il y a énormément de maraîchers, d'agriculteurs, de paysans qui s'évertuent à produire de la bonne nourriture, même si on tente de leur mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Là, on voit avec les éleveurs de bovins, on en a parlé tout à l'heure en off concernant le maraîcher qui est dans la Loire, qui n'a plus le droit de puiser dans la Loire, justement, parce qu'il y a une bactérie à éradiquer, mais elle n'est pas du tout transmissible par l'homme. En fait, on est en dystopie totale par un gouvernement qui use de la force quand on n'obéit pas, quand on ose désobéir. Et en fait, chez Christelle Record, c'était 130 gendarmes. Il y avait 9 quarts de CRS et il y avait un drone thermique pour survoler les pâturages et les forêts pour voir où se cachaient les vaches. Tous ces moyens sont disproportionnés. Il y en a qui ne souhaitent pas plier. Je leur tire mon chapeau.
de ce courage-là face à des petits capots de 60 kilos qui en fait, en milieu hostile, vivraient pas longtemps. Et ils sont là, ils sont grassement payés par nos impôts en l'occurrence. Et je les hais, oh que je les hais, comme dirait notre ami au bon tweet. Et j'espère qu'un jour, on va gagner. Donc, on va arrêter de se faire marcher dessus comme ça et que le peuple va se soulever et qu'on va pouvoir reprendre les rênes de notre souveraineté, corps, âme, esprit. Ce serait vraiment bien et c'est la raison pour laquelle je me lève tous les jours et que je travaille pour les récupérants, pour Cocopelli. Là, je commence à faire des vidéos pour Toxin, pour Nexus aussi, comme on a pu le voir. Voilà, faut aider ce genre de médias et bravo à toi, Nicolas, pour cette invitation. Et tout. Je t'en prie. Comment nous, on peut faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Alors, pour donner un exemple personnel, moi, j'ai toujours été contre le gaspillage, déjà parce que, j'allais dire, nos parents, et on est à peu près de la même génération, toi et moi, nos parents nous disaient, tu sais, il y a des enfants qui n'ont rien à manger, ou à une certaine époque, on culpabilisait les enfants avec les enfants du Darfour, qui étaient… voilà, non, mais c'est vrai, on est tous un peu passés par cette étape-là. Donc aujourd'hui, le phénomène Tupperware fonctionne bien. Même au restaurant, parfois, il y a certains restaurants, quand tu as un plat qui est immense et en fait, tu as vu les plus gros que ce que tu peux, il y a des… Ça m'est arrivé des fois au restaurant, ah bah tiens, on a un Tupperware, on vous met ça dans un petit doggy bag, ils appellent ça en anglais, et vous pouvez emporter, etc. Est-ce qu'il ne faut pas encourager ces initiatives ou alors peut-être faire moins? Parce que moi, je remarque quelque chose que déjà, j'avais remarqué à Carcassonne il y a une dizaine d'années, et je vais vous l'exposer là parce que j'en ai jamais parlé, mais c'est un détail. Ce sont des petits détails du quotidien alimentaire qui posent question. Vous prenez par exemple du café. Vous prenez un café dans un bar. Automatiquement, on vous met du sucre. Alors souvent, maintenant on revient souvent à avec ou sans sucre. Mais souvent, on vous met un sucre, on vous met un biscuit avec, comme si c'était évident. Vous prenez par exemple une glace ou quelque chose comme ça, on vous met de la chantilly automatiquement. Tout le monde n'aime pas la chantilly. Est-ce que c'est quelque chose qui choque que moi, ou est-ce que ça choque tout le monde? Je ne suis pas normal. Je le sais que je ne suis pas normal déjà par principe, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça qui font que dans l'alimentation, on incite indirectement et inconsciemment au gaspillage alimentaire en mettant des choses que même le consommateur lui-même ne demande pas, mais parce que c'est pour le décor de la cuisine, c'est pour le décor du plat, ou est-ce que ça permet d'inciter à la consommation quand on sait que le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne? Ça a été scientifiquement prouvé. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Mais en fait, c'est la culture de l'abondance. Voilà. Mais en fait, c'est un système, on va l'appeler capitaliste, qui tente de copier la nature. Parce qu'en fait, c'est la nature qui est abondante. Quand tu laisses monter une laitue à graines, c'est-à-dire que quand tu laisses le cycle complet d'une laitue, il va avoir une tige, un tronc qui va sortir de son centre et elle va donner 10 000 graines. Tu te rends compte? C'est immense, quoi. En fait, tu as un pouvoir de multiplication qui est astronomique. Et là, notre système monétaire tente de nous faire croire dans des rayons de supermarché que c'est foisonnant, que c'est beau, qu'on n'est pas en pénurie, que tout va bien, etc. Et quand tu parles de sucre ou de chantilly, etc., c'est allez-y, quoi. C'est open bar, mais on n'a plus du tout de lien avec le sacré, avec, en l'occurrence, l'alimentation, qui est un des fondaments, un des piliers de notre humanité, en réalité. Et la grande distribution a oublié ça. Et c'est pour ça que nous, on est né dans la grande distribution. Donc, on lui casse un peu la figure et on aime bien parce que c'est le modèle archétypal de notre société qu'il faut vraiment déglinguer. Mais il faut savoir que le gaspillage alimentaire, ça va du champ jusqu'aux poubelles des particuliers. Donc, c'est vraiment tout le monde à rééduquer en passant par les transports et en passant aussi par les usines de transformation, etc. Et nous, ce qu'on dit, donc les petits tips, c'est on est des sympathiques bipèdes, des beaux bipèdes dotés de sens. Et en fait, mesdames et messieurs, utilisez-les pour savoir réellement si un produit est daubé ou pas, en sachant que
il faut arrêter de se fier à cette fameuse date de péremption, à ces petits chiffres qui se baladent sur les emballages. Il faut vraiment voir, sentir, écouter et se réapproprier un peu ce qui est naturel en nous. Et ça permettra d'avoir une autre éducation et de sortir de cette gabegie, quoi, en réalité. Alors justement, Martine, vous vouliez nous parler du DICRIM. On va revenir là-dessus, si vous voulez bien. Le DICRIM, voilà, c'est ceci. Donc le DICRIM, c'est Association de fêtes, 34 875 communes de France. Le DICRIM, c'est le document d'information communale des risques majeurs. Donc on a fait la DICRIMocratie pour aider justement les consommateurs à retrouver près de chez eux de l'alimentation directement par la paysannerie, les éleveurs et tout ça. Mais il faut savoir que dans le document d'information communale, la résilience alimentaire, ce n'est pas si on veut ou si on ne veut pas. C'est dans la loi et c'est obligatoire. C'est-à-dire que chaque maire doit préserver des terres agricoles autour dans sa commune pour justement avoir une nourriture saine. Alors, pour alimenter déjà les écoles, mais s'il y a des cliniques et autres, pour faire de l'alimentation saine dans les EHPAD et autres. Et c'est pour ça que je vous ai remis le texte de loi. J'ai remis un texte de loi dont c'est l'article R732-1 du Code de la sécurité intérieure. C'est-à-dire que demain, pour une raison X ou Y, et on le voit bien aujourd'hui avec le problème des carburants, des prix des carburants, c'est que si demain, il y a une rupture, qu'il n'y a plus d'alimentation, il faut savoir que les supermarchés, les hypermarchés, ils n'ont que 73 heures d'autonomie. C'est-à-dire que demain, il y a une rupture de livraison, les consommateurs n'auront plus, il n'y aura plus rien dans les rayons. Et ça, personne n'en parle. Non, mais c'est bien d'en parler parce que justement, voilà. c'est la raison. Il faudrait faire une émission justement avec SOS Mère, parce que c'est SOS Mère qui a pris, qui a monté ce bouclier pour défendre la paysannerie et bien pour sûr. Justement les municipalités sont obligées de remettre des terres aux paysans. Hein, c'est une obligation, c'est pas si on veut, c'est une obligation. Et à l'intérieur du DICRIM, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du document d'information communale sur les risques majeurs, l'alimentation est un risque majeur. Je ne sais pas si vous voyez, mais demain, les consommateurs sont complètement, comment dire, ils s'en préoccupent pas. Mais si demain, il y a quelque chose dans les c'est normal qu'ils ne s'en préoccupent pas, parce que tant que les frigos sont pleins, personne ne se préoccupe de quoi que ce soit. C'est quand il y a le déluge, on attend que la tsunami nous tombe sur la tronche pour se dire « Ah, il faudra peut-être que je parte, il faudra peut-être que je fasse quelque chose ». Ça, c'est l'être humain. Ce n'est même pas une question de français ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'ethnie. L'être humain, il est comme ça. Après, il y a ceux qui veulent anticiper et maintenant, on leur donne le sobriquet de complotistes. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils ont raison avant les autres, mais on n'a pas voulu les écouter. Mais ce que vous dites là, c'est très important. Donc, 73 heures d'autonomie. Et ça me fait penser à une de mes contacts qui sera d'ailleurs dans l'émission du 14 mai en soutien à Frédéric, donc l'émission solidaire, puisque c'est Anne-Marie Niaguelessen qui est à Chinon, je la salue. Elle fait le carré en potager. Et de la même manière que vous, Martine, elle lutte contre la grande distribution, mais différemment, puisque elle a créé des carrés en potager de 12 mètres carrés qui permettent de faire vivre au moins 2 personnes avec l'alimentation en potager. Et elle a été enquiquinée par le système qui lui a fait plusieurs procès. Elle en a eu pour plus de 135 000 € d'amende, de procès, etc. Donc, ça, voilà, ils ont voulu la tuer socialement, si ce n'est pas physiquement, c'est socialement. Voilà. Et donc, de ce fait, c'est intéressant justement de créer ce nouveau paradigme alimentaire parce que les agriculteurs qu'on est en train d'aider chaque mois, alors ça reste un agriculteur par mois, ça paraît peu, mais je préfère qu'on aide un agriculteur totalement
qu'en aider 15, mais à moitié, sachant que leur point commun, c'est qu'ils sont contre les injections de leurs animaux. Et pour moi, c'est la condition sine qua non aujourd'hui si on veut sortir de ce merdier, parce qu'on sait que les injections pour les animaux, c'est pas utile. C'est les ARN messagers, comme dit Sabatier, et Sabatier est bien plus expert que moi sur le sujet. Et on a écrit un bouquin, il nous en reparlera aussi le 14 mai. Ensuite, le Linky et la 5G, pareil, à bannir, parce que ça, c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot, parce que les ondes, etc., la torture par les ondes, et on a fait des émissions justement entre la relation entre les ondes et le monde animal. Combien d'animaux sont morts à cause des ondes, des éoliennes, ou sont tombés gravement malades suite à des champs d'éoliennes qui ont en plus besoin de nucléaire quand elles ne fonctionnent pas naturellement. Et puis, on a aussi le circuit court et la vente aux particuliers, etc. Donc, ce nouveau paradigme alimentaire, il est là aussi pour s'émanciper de la mainmise des supermarchés, une mainmise qui est assez récente dans l'histoire, hein, puisque les premiers grands magasins sont nés vers la fin du 19e siècle. D'ailleurs, Zola en parlait dans ses ouvrages, hein, comme Au bonheur des dames. Et puis, l'apparition des premiers supermarchés, on est aux alentours d'après la guerre, années 50, années 60. Donc, on a bien vécu pas mal de temps quand même sans les supermarchés. Sauf que nous avons été formatés à être addictifs et à être dépendants des supermarchés. Mais si les supermarchés s'écroulent, ce qui peut très bien arriver à l'heure actuelle, eh bien, il faut savoir retrouver le côté local. Alors, malheureusement, suivant sa géographie, on n'est pas toujours logé à la même enseigne. Mais justement, Martine, qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui veulent pratiquer une autonomie alimentaire et se reconvertir, entre guillemets, vers la production locale? Alors, là, je ne parlerai pas de ce sujet-là, parce qu'il y a des agriculteurs qui en parlent très, très bien. C'est eux qu'il faut inviter, comment ils se sont réinstallés et comment ils se sont réorientés. Moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est le pouvoir du consommateur par rapport au DICRIM. C'est-à-dire que ce document est à la disposition de tous les citoyens. Il est sur le site des mairies. Les 3/4 des mairies n'ont pas mis leur site à jour parce qu'ils ne mettent pas dans leur DICRIM la résilience alimentaire, alors que c'est obligatoire. Il faudrait déjà que toutes les municipalités, tous les maires aient mis ce document à jour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le citoyen peut écrire au maire et lui demander, demain, il y a une pénurie, où est-ce que je peux aller acheter des pommes de terre, des poireaux, des carottes, où je peux aller acheter à côté de chez moi? On l'a vu en 2020, hein, quand il y a eu les confinements. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maires ont été totalement dépassés. Parce qu'une semaine avant le confinement, Macron nous disait d'aller au théâtre, de sortir et de faire la nouba. Et puis ensuite, il y a eu le Nous sommes en guerre le 16 mars. Et puis après, démerdez-vous, parce que les maires, ce sont les premiers élus de proximité avec la population. Donc certains se sont débrouillés avec une corde, un morceau de bois, etc., la MacGyver. Mais finalement, ce qui s'est passé en 2020 peut très bien se reproduire à une autre échelle. Et donc là, justement, Laetitia nous pose la question, est-ce que le DICRIM s'applique aussi aux communes de moins de 400 habitants dans la Beauce, par exemple? Toutes les communes ont un DICRIM. Quelle que soit la taille, quel que soit le nombre d'habitants. D'accord. Voilà, puisque c'est un document d'information communale. Toutes les mairies l'ont. Et c'est ça l'avantage de ce document, c'est que chaque citoyen peut le consulter sur le site de la mairie, bon, s'ils n'ont pas l'ordinateur. Et à ce moment-là, ils écrivent directement au maire pour leur demander. Alors, si les maires, comme ça, recevraient tous une dizaine de lettres ou autres, peut-être que ça changerait la donne. Sachant, il faut surtout le marteler, c'est obligatoire. C'est l'article, je l'ai redit, il va falloir qu'on le remette. C'est l'article. Ah non, vous ne l'avez pas envoyé, pardon. C'est pour ça que vous ne l'avez pas. C'est l'article. Article R731-2, voilà, du Code de la sécurité intérieure. Et dans la sécurité intérieure, l'approvisionnement alimentaire. Alors, les maires, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les maires, ils vont vous dire, vous avez qu'à aller au supermarché, mais c'est justement, on pourrait dire à ce moment-là, excusez-moi, je vais être vulgaire. Allez-y. C'est mon con. Il n'y a plus rien dans l'étalage du supermarché. Comment on va faire?
Vous savez que nous, on a des maires qui osent dire, mais si vous n'avez plus de marchands de légumes, vous avez qu'à aller à Leclerc. Mais dites-moi, Martine, nos maires, ils mangent bien aussi. Nos élus, comme Monsieur Larcher, enfin, qui n'est pas élu par le peuple, mais Monsieur Larcher, il n'a pas trois meilleurs ouvriers de France. Où est-ce qu'ils se fournissent, ces gens-là, les grands de ce pays, entre guillemets? Madame Braun-Pivet, elle se fournit où pour manger le midi? Il n'y a pas un truc qui s'appelle Rungis aussi, et qui fait que si l'artère principale du pays est bloquée par des gens, parce que les gens, ils disent comment on peut faire pour bloquer le pays? Mais allez devant le Trésor public, allez à Rungis, allez devant les loges maçonniques, etc. En 3 jours, le pays, il s'arrête. Parce que, en fait, là, on est en train de se débrouiller tout seul parce que le système nous a déclaré la guerre et ne nous aidera pas, contrairement à ce que certains pensent. Il n'y a pas de sauveur dans l'état profond. C'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est notre plus grand destructeur. Donc, il va falloir s'unir entre nous, se débrouiller entre nous, donc mettre les égos de côté. Hein, et puis arrêter de croire qu'on est en maternelle et que c'est celui qui pisse le plus loin qui a raison. Et il va falloir qu'on s'allie une bonne fois pour toutes et qu'on se regroupe et qu'on refasse nation, mais sans le système. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que même les maires sont dépassés. Donc là, merci de nous parler de ce DICRIM. Je rappelle le site dicrimocratie.fr. Donc, je le remets dans le chat. Hein. N'hésitez pas justement à y aller. Si vous le souhaitez télécharger, envoyer le PDF, vous avez le mail en plus, contact@dicrimocratie.fr. Voilà, il y a tout dessus, en bas de page. Voilà. Mais oui, comme dit Anne, non, oui, Anne, mais Elisabeth nous dit ils vont au resto, les maires. Mais la restauration, ils ont bien besoin des agriculteurs, ils ont bien besoin des. Enfin, encore une fois, l'alimentation de ce pays, à 99%, ça repose sur les agriculteurs parce que même les aliments ultra transformés, etc., il faut bien les concevoir quelque part. Il y a des usines, il y a des gens. Donc, il y a des humains derrière tout ça. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui fait de la bouffe, à part les pizzas en 3D, mais ça se voit une fois par siècle. Donc, Yann, justement, je reviens vers toi. Dans le gaspillage alimentaire que tu combats, que devient l'alimentation gaspillée? Comment elle est repartagée? Est-ce qu'il y a des banques alimentaires qui sont distribuées? Est-ce que vous avez des relations avec les Restos du Cœur, avec d'autres associations? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'avant 2016, donc c'est la fameuse loi qui est passée en 2016, donc il y a eu environ 4 ans d'échanges avec tous les acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire, les associations caritatives, les banques alimentaires, les producteurs, les distributeurs, les multinationales, etc. Donc, le schéma classique, c'était ce qui est périmé, poubelle, usine d'incinération ou décharge à ciel ouvert. Point barre, c'était ça, dans la majeure partie. Et ce qui était un peu abîmé ou à consommer à J-1, J-2, asso caritative. Voilà. Mais ce modèle-là fonctionnait très mal parce que il y avait toujours des quantités astronomiques de jetés. Et je me suis vu faire les poubelles d'asso caritative. D'accord ? Donc, quand je dis qu'il n'y a pas assez de pauvres dans la rue pour nourrir tout le monde, c'est vraiment ça, quoi. Et il n'y a pas assez de pauvres dans la rue, pardon, pour tout le gaspillage alimentaire qui est produit. Et maintenant, depuis 2016, la loi oblige la grande distribution à redonner aux assos, mais les associations caritatives ne seront jamais en mesure, d'un point de vue humain, logistique ou financier, d'ingurgiter toutes les poubelles de la grande surface. Ça, c'est juste impossible. Donc ça, c'est petit 1. Petit 2, ça va pour l'alimentation animale, mais ça, c'est aussi de la logistique qu'il faut faire et c'est très, très dur à faire. Petit 4, méthanisation. On met tout ça dans des grandes cuves, ça fait du butane et ça repart après pour chauffer, pour vendre du gaz en réalité. Et petit 4, incinération ou décharge à ciel ouvert. Il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu uniquement 10% de réduction du gaspillage alimentaire au sein de la grande distribution. 10%. C'est que dalle. Et c'est en fait la question. C'est rien, ça sert à rien en fait, ça marche pas, c'est une fuite en avant. Mais ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher puisqu'il y a trop de linéaire par rapport à la consommation. Ils ont construit plus d'hypermarchés que la consommation, que la demande de la consommation. En fait, la loi, elle ne dérange pas du tout les producteurs, les Danone, les Nestlé, les Unilever, etc. Ils s'en fichent de la loi.
parce qu'ils peuvent toujours remplir les rayons. Le but du jeu, c'est de pas couper leur fucking croissance, en fait. Et donc, du coup, 10% en 10 ans, c'est rien du tout. Donc, j'ai posé cette question-là à Guillaume Garot en février dernier, donc qui est la loi Garot. Et quand on contrôle, c'est 470 enseignes de contrôler sur 25 000, soit 2%. C'est rien du tout, en fait. Et la grande distribution fait ce qu'elle veut. C'est pour ça que 10 ans après la loi, je fais des récup n'importe où, et il y a toujours autant de poubelles remplies de nourriture, en fait. Voilà. Il y a plusieurs choses. Ah, vas-y, Martine. Il faudrait poser, Yann, peut-être que tu peux nous donner la réponse. C'est-à-dire, quelle est l'institution qui est obligée de contrôler le gaspillage alimentaire? S'il y a une loi, il y a une institution. Les fraudes, c'est les fraudes. C'est la direction de la concurrence et de la répression des fraudes? Oui, tout à fait. Qui contrôle le gaspillage alimentaire? Oui, c'est eux. Mais en fait, eux, ils n'ont plus d'argent. Ils ont des coupes budgétaires draconiennes. Et quand ils sont sur place après avec leurs petites feuilles dans la grande distribution. Non, mais là, tu parles de la péremption, de la fraîcheur des produits et tout ça. Moi, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir si un hypermarché, quand il fait une commande pour remplir tout son rayonnage, d'accord? Parce qu'il faut qu'il ait de la façade Ouais. Il sait très bien qu'avec cette façade, il ne va pas vendre. C'est pas possible qu'il puisse le vendre puisqu'on aura eu un Lidl, un Grand Frais qui se sera ouvert à côté. Donc, automatiquement, il va pas vendre. Combien de marchandises va partir à la poubelle pour justement avoir des rayonnages remplis dans un hypermarché ou un supermarché qui est dans la règle? Et que les fraudeurs, eux, vont avoir ouvert des mètres carrés illégaux qui vont enrayer le système. Et quel est ce gaspillage alimentaire entre les commandes pour avoir cette façade de présentation et qu'est-ce qui va être jeté? Puisque c'est un calcul, hein. Ils sont pas fous, hein. Ils vont pas mettre deux paquets de tranches de jambon, hein. Il y a toujours une dizaine de tranches de jambon. Donc, par rapport à leur commande, quel est l'organisme qui peut contrôler combien de marchandises sera automatiquement voué au gaspillage alimentaire? Ok, ça c'est un chiffre à trouver que je n'ai pas à te donner là parce que je ne le connais pas. Mais effectivement, il faut savoir le pourcentage de pertes au sein de la grande distrib. Et je sais que c'est 4 millions de kilos par jour. Par jour? Enseignes confondues, toute surface, mètres carrés confondus. 4 millions par jour. Et en fait, Martine, pour te dire, ce pourcentage-là de pertes, ils s'en moquent en réalité parce que ce n'est pas eux qui vont payer les pertes. C'est le producteur et le consommateur. Parce que dans le prix du produit, il y a les pertes, les casses et les vols. Donc, en fait, et c'est pour ça qu'on se dit qu'ils sont totalement déconnectés, qu'ils ont oublié à quel point la nourriture était sacrée. Parce que dans leur modèle économique, on a des pertes. On va obliger à élever des animaux pour aller à l'abattage, qu'on sait qu'il y aura un pourcentage qui va aller à la poubelle. C'est vraiment direct. Mais je t'assure, Martine, j'ai trouvé, mais peut-être que je te l'ai dit. Parce qu'en fait, Martine va être dans le film. D'accord. Je suis en train de réaliser, voilà. Et on s'est rencontrés la veille de Nexus. Nicolas, quand nous, on s'est vu virtuellement. Voilà. On venait de faire une interview avec Martine. Et j'ai perdu le film. C'est pas. Oui, on parlait du gaspillage. Le nombre d'animaux. Ah oui. Le nombre d'animaux qui sont élevés pour partir à la poubelle. Alors, ils vont être. C'est un crime. En fait, si je résume bien, on commet un génocide tout en sachant qu'il y a une partie des conséquences de ce génocide qui firont en plus à la poubelle. Donc, en fait, il y a deux génocides. C'est-à-dire, il y a déjà le fait d'injecter des animaux qui est une forme de génocide qui ne dit pas son nom parce qu'on sait très bien qu'ils vont tomber malades ou presque.
Et puis, les animaux morts, on va les foutre à la poubelle parce qu'ils n'auront pas été consommés. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut rappeler quand même qu'il y a 40 ans passés, un certain Coluche a créé des Restos du Cœur en septembre 85 et qu'il avait dit, et il faut se rappeler la phrase à l'époque, on lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, à chaque fois qu'on demande à un politicien ce qu'on peut faire pour les pauvres, pour l'alimentation, il dit, on ne sait pas. Et bien, il dit, nous, on sait et on fait. Et justement, quand il a lancé les Restos du Cœur, notamment avec son propre argent, il faut rappeler aussi à l'époque, eh bien, il y avait plus de 600 000 Français qui crevaient la dalle et que 40 ans plus tard, les Restos du Cœur, eh bien, refusent des gens, parce qu'il y en a trop, premièrement. Deuxièmement, certains Restos du Cœur, notamment dans le 78, ont refusé de servir des non-vaccinés durant le Covid. Et ça, je tiens à le rappeler pour le devoir de mémoire, parce que je pense que Coluche n'aurait pas accepté ça. En tout cas, son esprit n'était pas celui-là. On ne s'occupait pas de la couleur de peau, encore moins du statut vaccinal, etc. à l'époque. Et ensuite, on a quand même chaque hiver la banque alimentaire avec des hordes, des cohortes, des chaînes de 2-3 kilomètres de jeunes qui attendent pour avoir la soupe parce que les étudiants sont dans une telle précarité. Il faut voir le prix des loyers dans les Crous, etc. Ou encore le fait que des étudiants soient obligés de bosser à côté pour une grande partie pour financer leurs études qui va les mener à pas grand-chose parce que pour avoir connu des études de droit, tout est bouché au final et en fait, on nous formate à faire des études pour finir à France Travail la plupart du temps. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux et on s'aperçoit que l'alimentation, ça reste quand même notre patrimoine le plus cher. J'allais dire peut-être ce qui supplante tous les autres parce que chaque jour, on a besoin de manger. Alors, on peut jeûner, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas vivre éternellement sans alimentation, quelle qu'elle soit. Donc, le monde agricole, aujourd'hui, ça représente, au bas mot, d'après mes dernières informations, 350 000, 400 000 agriculteurs, pas plus. Et encore, il faut penser à tous ceux qui se suicident chaque jour. Donc, j'ai une pensée ce soir pour toutes les familles des victimes, parce que un agriculteur qu'on essaie d'aider chaque mois, c'est quand même un agriculteur qui ne se suicidera pas. Et donc, de ce fait, c'est toujours mieux que rien. Mais je constate quand même que 4 millions d'euros par jour, c'est 4 millions de kilos, c'est stratosphérique. Donc, il faut imaginer le nombre de gens qu'on pourrait nourrir. Parce que les SDF, ils n'ont pas des amplis depuis 10 ans. Hein. Macron nous avait dit fin 2017, je ne veux plus qu'il y ait un seul SDF dans la rue. Il y en a 100 fois plus. Et des gamins aussi de 0 à 3 ans. Il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui, de l'ASE, qui ont connu les placements abusifs à l'ASE, finissent beaucoup SDF, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation de fin de civilisation, de fin de système. Comment, nous, à notre petit niveau, en tant que colibri, au-delà de l'information qu'on fait ce soir, et c'est très important, mais ça n'est qu'une étape, comment sur le terrain, on peut sensibiliser. Est-ce qu'il faut faire des actions de prévention? Comment tu vois les choses avec les récupérants? Est-ce que vous intervenez dans les écoles, par exemple? Est-ce que vous faites des conférences grand public, par exemple? Eh bien, nous, Nicolas, en fait, on est dans l'action coup de poing et dans la désobéissance civile. C'est-à-dire que la nuit, quand on récupère les poubelles des supermarchés, on n'a pas forcément le droit d'escalader les murs portails barbelés pour aller dans l'enceinte du supermarché où se trouvent les poubelles, c'est-à-dire à côté des stocks, à côté des quais de livraison. Grosso modo, c'est ça. Et le lendemain, quand on redistribue toutes les denrées, on ne prévient pas non plus la municipalité de l'occupation de l'espace public pour notre stand qui doit faire 2 mètres carrés. On a entre 100 et 200 kilos à chaque fois. Et en fait, cette sensibilisation-là, tu vois, elle est radicale, clairement. Et on s'approche et on alpague le premier humain qu'on voit et on lui explique toute la vérité, rien que la vérité, sur nos actions et sur les effets pervers de la grande distribution et plus largement du modèle agro-industriel dans lequel on vit. Voilà. Et on s'amuse à lire les petites étiquettes avec les produits qui sont à l'intérieur, les additifs alimentaires, et après la personne a le libre arbitre de repartir avec la denrée ou pas, en âme et conscience, tu vois, en disant, bah voilà, là on est sur de la carotte, il n'y a pas un tampon bio dessus, ça veut dire que c'est toxique en réalité, parce que la graine potentiellement elle a été enrobée
d'un raticide pour pas qu'elle se fasse bouffer par des souris ou des rongeurs, que pendant toute la croissance de la plante, il y a eu désherbage, fongicides, herbicides, etc. Et puis on peut prendre exactement le même modèle sur, comme on disait tout à l'heure, sur l'élevage, sur les animaux, avec des vaches, avec de l'alimentation tout aussi biocidée. Et voilà. Et je pense que ce sont des actions chocs et aujourd'hui, il faut montrer un peu ce qui est dans l'ombre, toujours, tu vois, et vous êtes là pour ça, de montrer ce qu'il y a derrière le voile, toujours, ce qu'il y a en off. Et nous, ce qu'on fait, c'est exactement ça. On va pas... avant de rentrer dans son supermarché préféré, il faut toujours aller y faire ses poubelles, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce serait pareil pour les poubelles des ministères concernant les notes de frais et puis les courriers, etc. Ce serait très instructif. Alors, mais c'est ça la vraie information. Ben oui, bien sûr. Il faut se percer avec ça et stopper ces problèmes immondes et puis les rayer, ouvrir une nouvelle page blanche et puis écrire une autre histoire, quoi. Parce qu'en fait, on parlait des pauvres Français, même à l'international, etc. Il y a 800 millions de personnes qui sont sous-nutries dans le monde entier. Et quand on voit qu'on gaspille 40% de ce qu'on produit, on se dit, mais quand même, l'équation, elle est... C'est pas fait. Moi, ça me fait halluciner. Mais à quoi on joue, en fait? En fait, c'est normal. C'est un équilibre. La France, c'est 10% de chômeurs et ça restera comme ça. Et c'est leur stat. Et leur stat, il faut qu'ils restent comme ça. Sauf que moi, dans mon humanité, je n'ai pas envie de vivre avec ces règles du jeu-là. Donc, comment se fait-il, peut-être que la réponse est basique, mais comment se fait-il que fouiller dans les poubelles, ce soit interdit? Comment ça se fait que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est interdit? Parce qu'en fait, on ne fait que récupérer quelque chose qui n'a pas été consommé par d'autres, en réalité. Donc, ça permettrait de nourrir les gens. En fait, on interdit aux gens de se nourrir par leurs propres moyens. Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas acheté avant? Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de fouiller dans les poubelles? Parce que fouiller dans notre vie privée, le système le fait tous les jours et il ne reçoit pas des plaintes pour ça, c'est même légalisé. Spolier nos données personnelles, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est légalisé et c'est même encouragé pour se faire du fric sur notre dos. Mais un SDF qui va voler dans une poubelle va prendre 3 mois de prison ferme. Et je ne parle pas de Jack Lang qui est escorté par la police alors que c'est un pédo notoire, mais comment ça se fait qu'un SDF prend 3 mois ferme? Qui a décidé de pénaliser le fait de récupérer de la bouffe dans les poubelles? C'est les députés et les sénateurs. À partir du moment où il y a une pénalité, c'est qu'elle est votée. C'est simple. Et c'est pour ça que je reviens, Yann, il faut qu'on travaille. Il doit y avoir quand même, je vais regarder, il doit quand même y avoir un ministère de l'alimentation. Parce que c'est pas possible. Tout ça, c'est pas possible. Je vais te dire s'il y a un ministre de l'alimentation. Ministre de l'alimentation, c'est Madame Genevard qui est ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Pour une prof de lettres, c'est tout à fait dans son champ d'activité. Hein. C'est comme Aurélien Rousseau qui était prof d'histoire et qui est devenu ministre de la Santé. Moi, je vais postuler au ministère de l'Industrie parce que c'est tout à fait mon sujet. Non, mais le problème, c'est que voilà, quand on met des gens qui ont un QI de poulpe mort à des postes quand même clés pour gérer le pays, il ne faut pas s'étonner du résultat. Donc, Madame Genevard, elle suit des grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, la doxa de Davos, de Bilderberg, etc. Et puis, elle n'en a rien à foutre parce que ce n'est pas son sujet. Elle est prof de lettres. Donc, elle est plus proche de Rabelais et de Platon que de Cocopelli ou d'un autre organisme agricole. Non, mais je caricature à peine. C'est qu'en fait, voilà, donc c'est Annie Genevard qui est chargée de l'alimentation de notre pays. Bon, à partir de là… Voilà, sachant qu'il y a quand même… Ça entre nous, quoi. Je veux dire… Il y a 204 millions de repas par jour. 204 millions de repas par jour. Combien dans ce budget part à l'agroalimentaire, part à la grande distribution? Voilà, c'est tout simple. Donc, il ne faut absolument pas qu'on récupère le gaspillage. Il faut que la machine se nourrisse de ce gaspillage. Imagine si tous les pauvres étaient alimentés par tout ce qui était invendu ou ce qui était jeté.
en fait, tout le monde en France pourrait manger et on pourrait même élargir à d'autres territoires. Parce que la réalité, c'est que pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ils seraient encore au stade de la naïveté, et je le dis avec empathie et gentillesse, hein, en toute amitié, tout ça est orchestré et voulu. Parce que le but, c'est qu'on meure. L'État nous a déclaré la guerre, je le rappelle, le 16 mars 2020. Voilà, donc le but, c'est pas de nous sortir de là. Ça, c'est un autre sujet parce que. Non, c'est dans le sujet, Martine. Ça fait partie du sujet. Mais par rapport à l'alimentation, si les gens allaient directement chercher la nourriture à côté de chez eux, si le maire fait bien son plan de sauvegarde avec comment ça s'appelle, avec de l'alimentation. Oui, mais je suis d'accord, mais nous, on est là, nous, on ne veut pas les suivre, donc il faut qu'on trouve la solution. Justement, il faut s'organiser. Mais sur les 204 millions de repas par jour, combien sont passés par la machine industrielle avec des emballages plastiques, avec du cellophane? Il est là aussi. Mais Martine, même si tu avais la réponse, ça ne change pas le sujet, puisque même si on savait les chiffres… Moi, je l'ai. Réponse. J'ai ma réponse. Oui. Ma réponse, c'est qu'il faut manger sain et qu'il faut manger le moins de industrialisé. Voilà, la réponse est justement déjà d'aider les agriculteurs qui ont été emmerdés par le système, de créer une sorte de fédération entre agriculteurs et, j'allais dire, de créer des maillons entre chaque agriculteur. Et l'avantage des agriculteurs qu'on aide chaque mois, c'est qu'on a leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Ils prennent en plus beaucoup de temps sur leur temps de travail pour répondre. Donc, de faire vraiment de la personnalisation et de recréer une forme d'émancipation du système, de faire sécession avec la République. Voilà. Si vous allez sur les sites, parce qu'ils ont le plan d'approvisionnement territorial. Et dans ces plans, ils ont tous les noms des agriculteurs. Tout est référencé. Donc, tous les agriculteurs sont référencés dans le PAT. Hein. Donc, c'est aux citoyens, par le DRIC-CRIM, de demander au maire où sont les agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on va sauver les agriculteurs. Il faut aller directement chez eux. Tiens, voilà. Des œufs, les légumes. Exemple, moi je vais à Leclerc juste pour l'eau, parce que l'eau, on n'a pas tous la chance d'avoir l'eau du puits comme notre cher ami Isidore, etc. On sait que la Montroucou, c'est la meilleure des eaux. Alors, elle n'est peut-être pas parfaite. Il y a des petits trucs comme ça qu'on peut se filer comme astuces et compagnie. Ou le papier toilette, il y a des choses. Moi, je vais plutôt chez Biocop quand j'ai besoin, ou alors les fermiers. Nous, en Sarladais, on a des fermiers. Maintenant on a Sophie de Limeuil. Puis en plus, ça fait faire des rencontres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2020, et je tiens à le rappeler parce qu'on oublie souvent que tout est corrélé. Nous avons été isolés, nous avons été mis de côté. On a interdit aux gamins de toucher à leurs grands-parents en disant qu'ils allaient mourir. On a harcelé la population. On a fait une expérience de 1000 grammes à l'échelle mondiale. Donc, en 2026, on est en train de recoller les morceaux du puzzle, de refaire société, parce qu'on a des psychopathes satanistes qui nous gouvernent et qui nous disent le lundi, restez chez vous, le mardi, faites-vous vacciner, le mercredi, ne touchez à personne, et le jeudi, il faut refaire nation. Nous sommes une grande nation, un grand peuple. Avec des gens comme ça, c'est en HP qu'il faut finir. C'est même à une époque, il y avait la guillotine pour moins que ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, terminé, les Brown-Pivet, les Larcher, etc. Demain, on les met à France Travail, ils ne savent rien faire. Ils sont comme Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Ces gens-là ne savent rien faire parce qu'ils n'ont jamais bossé de leur vie. Et encore moins les candidats à la présidentielle. Donc là, ce qu'on est en train de refaire, c'est sécession avec le système, c'est de revenir entre nous. Et justement, on va regarder, si vous voulez bien, pour faire une petite parenthèse, la bande-annonce de ce film que je vous invite à voir ou à revoir, qui est de 2013, qui s'appelle Discount, et on en parlait avec Yann, justement. C'est parti. Ouverture du magasin dans 4, 3, 2, 1, ouverture. Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Avec la banane. On se fait virer ?
En plus, faut sourire. Alors soit on se couche, soit on se bat. On va se battre, non? Annonce la couleur. Ce discount, c'est une mine d'or. Imaginez qu'on puisse prendre de la marchandise pour créer notre magasin. Notre discount à nous. Tu veux qu'on vole? Non, j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. En 3 mois, on se l'a fait, notre prime de licenciement. J'ai des produits pas chers, t'es intéressé? Pas cher, mais pour ça, faut fermer sa gueule. Café, sucre. Attends, et des légumes aussi, parce qu'il y a pas de raison que les pauvres, ils bouffent de la merde. Je viens demain à 5h. Et pas un mot, rien. Non, pas de souci. D'accord? Messieurs, dames, venez! Attends. On fait les sols! Quand c'est la politique du pas cher, on en profite, les produits sont frais. Made in France. Oui, Made in France. Tu dis pas, t'as pas dit que c'était du triple épaisseur? Non, mais par contre, je te dis de me foutre de la paix, c'est mon rêve. Momo, est-ce que tu as du Tarama, s'il te plaît? On a du savon, si vous voulez. J'espère que c'est pas des produits volés. 7000, 10 630. Net. On vole pas, on vend des produits qui auraient dû être jetés. Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. C'est comme qui dirait une rébellion positive. Solidaire. Solidaire. Tu vas répéter tout le temps, dès que j'ai essayé les solidaires, tu vas répéter. Solidaire. Ce qu'il faut, c'est surveiller tout le monde. Il est dans la merde, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va vous plaire. Et eux, c'est qui? Ah, c'est Wally. Ouais. C'est pote d'enfance, nous. T'as une bonne tête de délinquant, hein? Voilà, donc c'était le film Discount. Vous pouvez revoir en streaming, par exemple, de 2013. Je l'ai revu là pour l'émission de ce soir parce que je l'avais vu il y a un certain temps déjà. Mais voilà, bon, c'est pas très légal, certes, mais on voit bien que c'est pareil à la fin des journées de supermarché, quand tu vois tout ce qui est jeté. Et je t'avais évoqué sur Nexus justement les hyper discounts, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand les produits sont un peu moches, par exemple une pomme qui est mal formée, etc. Il y a des magasins spéciaux à très bas prix où à moins 25, moins 50%, on vend par exemple une pomme qui est un peu amochée mais qui est consommable. Voilà, donc ça se développe de plus en plus, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que dans ces magasins-là aussi, du coup, il y a des produits secs périmés. Parce qu'il est légal de vendre un produit sec périmé, mais la grande distribution classique ne le fait pas parce que ça entache énormément leur image. T'imagines le consommateur qui est pas trop au fait que ça soit possible de vendre et puis même de consommer une denrée sèche et qui voit dans son magasin préféré que c'est périmé, enfin, il tournera les talons, quoi. Et donc, bah oui, il y a des solutions, mais en fait, la solution, c'est il faut arrêter cette surproduction avec des intrants chimiques. Il faut revenir à la base. La cause du problème, c'est ça. Et toutes ces petites fuites de tiens, il y a une start-up géniale créée par des cols blancs qui réduisent le gaspillage alimentaire, etc. En fait, c'est que des fuites en avant. Et nous, c'est pas du tout notre paradigme. On est bien plus radicaux que ça. Parce qu'on a trouvé, parce que c'est une entourloupe, quoi. Tout le reste, c'est que de l'entourloupe. D'ailleurs, ça me fait penser que Laurent Richer, que j'ai reçu sur le monde de la viande, nous parlait aussi des boucheries en supermarché, avec notamment de la viande périmée ou qui était mal conservée, etc., qui était vendue, ça rendait malade les gens, etc. Donc, je pense qu'il faudrait faire une sorte de grosse émission avec vous et différents acteurs du monde de l'alimentation et de la nutrition, parce qu'en fait, il faut se regrouper autour d'une table pour justement discuter de tout ça et voir comment on peut changer la donne. Parce que justement, ce qui est problématique, c'est qu'on est beaucoup dans le stade du constat, mais comment passer à l'étape d'après? Parce que le constat, déjà, tout le monde ne le fait pas de la même façon. Tout le monde n'est pas informé. On a un reportage de 30 secondes sur les chaînes publiques et encore, mais je pense que ce que tu as dit à Hébron Pivet n'est jamais passé à la télé depuis que tu as fait cette intervention. Si on n'en avait pas parlé dans les médias alternatifs, voilà. Mais en fait, les médias alternatifs sont censés être le nouveau paradigme du monde de demain, loin de l'émancipation du système. Mais justement, maintenant, comment on peut faire, nous, au quotidien, c'est un peu notre mot de la fin, pour justement, déjà, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une chose, mais sur notre mode de consommation, comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Quelle misère! Donc, Yann et ensuite Martine pour finir. Voilà,
petit 1, le boycott de la grande distribution, valoriser le travail des paysans qui ont vraiment besoin d'écouler leurs produits et de vivre décemment parce qu'ils ont des petits salaires. Et puis il y a un retour au jardin aussi. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Effectivement, quand on en vit, c'est bien plus compliqué, même s'il y a des jardins partagés, des jardins ouvriers. Mais le retour à la terre est primordial parce que l'époque 2020-2021 a eu sa vague d'exode urbain, très clairement. Et il faut faire attention aux autres arnaques qui pointent le bout de leur nez. Peut-être, Nicolas, tu es au fait de ça. C'est la sécurité sociale alimentaire. Alors, ça reprend en fait la sécurité sociale. Je vais accentuer le trait et grossir le trait. Ça reprend la sécurité sociale, de se dire votre santé, en fait, ne vous en occupez plus. La mère patrie va se charger de ça à base d'allopathie bien chargée. Donc, vous pouvez ingurgiter tout ce que vous voulez dans votre corps et puis si vous êtes malade, on va s'en occuper. Et là, la souveraineté de notre santé et de notre médecine est accaparée. Et là, ils sont en train de faire exactement ça avec la sécurité sociale alimentaire, dans le sens où notre pouvoir d'achat est bien trop fait pour pouvoir s'alimenter. Il y a de plus en plus de pauvres. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des points dans des magasins bio ou pas, du tout d'ailleurs, pour pouvoir manger à bas prix. Et ça va être l'État qui va en fait nous filer de la bouffe, nous filer de la bouffe, alors que d'un côté, on nous enlève notre souveraineté alimentaire avec nos paysans, nos maraîchers et nos éleveurs, et de l'autre côté, ils trouvent une solution qui est en fait la sécurité sociale alimentaire. C'est ultra pervers, c'est dans les tuyaux, c'est en train de se passer. Et c'est couvert d'humanisme, de socialisme, etc., de la main sur le cœur, on va aider les plus démunis. Mais c'est pas ça, en fait, du tout, le modus operandi pour pouvoir élever un humain, quoi. Voilà. Alors, Martine, je vais vous laisser aussi le mot de la fin. J'ai posté un sondage de dernière minute et je remercie Luc, mon modérateur, de m'y avoir fait penser. Donc, le sondage, bon, il n'y aura pas beaucoup de votes, mais achetez-vous vos produits alimentaires en supermarché. Je parle juste de l'alimentation parce que c'est le sujet de ce soir. Donc, si vous achetez des produits à Leclerc qui ne sont pas alimentaires, la réponse est non. Si vous achetez des produits alimentaires et d'autres courses, vous répondez oui. Donc, Martine, par rapport à ce qu'on a dit ce soir, pour vous, le nouveau paradigme alimentaire, la façon de lutter contre le gaspillage alimentaire et de s'émanciper de la grande distribution, comment vous voyez les choses? Alors, s'émanciper de la grande distribution, je vais rappeler quand même qu'il y a des gens qui sont dans la règle. Hein. Il ne faut pas dire… C'est pas ça ma question. Oui, non, mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y en a qui vendaient de la viande pourrie. On en a connu, on a fait venir, ils font de la remballe, hein, parce que c'est ça, il faut expliquer aussi, ils font la remballe, c'est-à-dire qu'ils ont de la viande complètement périmée, ça finit, je ne sais pas trop comment, dans des plats, avec plein de sauces et autres, mais ça, c'est toujours pareil. On a le ministre de l'Alimentation qui va s'occuper de ça, mais à côté, on a le ministre du Commerce qui va en CDEC ou en CNAC, qui va donner toujours plus d'autorisation de grandes surfaces. Il est là le souci, c'est que vraiment, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on sait que plus on aura de mètres carrés, plus il y aura de gaspillage alimentaire, et ce sont deux ministères qui sont complètement différents. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce, c'est l'ancien directeur de Super U. Donc, on voit bien comment on va pouvoir se sortir de ce merdier, parce que oui, c'est un merdier. Voilà. Nous, on se bat contre des magasins Super U. Je suis désolée. On se bat pas parce que c'est un magasin Super U. On se bat parce qu'il y a déjà trop de concurrence. On sait que la concurrence, ils vont se battre entre eux. Ils vont casser les emplois du supermarché d'à côté. Voilà, il est là le souci, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Toutes les lois qui étaient faites pour que ça soit équilibré, Sarkozy les a
éliminés et il n'y a aucun. Après Sarkozy, je suis désolée, M. Hollande est revenu, il n'a pas dit on va remettre les lois pour l'équilibre. Donc, ça veut dire que tous les uns derrière les autres, ils sont pour ce système de gaspillage. Donc, c'est à nous à savoir comment on va régler le problème. Je suis désolée. Martine Donnette toute seule n'a pas la solution. Non, mais bien sûr, mais encore une fois, comme disait l'adage, avant de vouloir changer les choses, il faut déjà apprendre à changer soi-même. C'est toujours la même chose. On ne pourra pas changer le système. Déjà, le système ne changera pas de lui-même, mais nous sommes censés être 67 millions, pas 67 000. À partir du moment où ils ont supprimé le critère de densité commerciale, c'est-à-dire qu'avant, on avait un critère, c'est-à-dire pour 1000 personnes, on savait combien de mètres carrés de grande surface il fallait pour qu'on permette au marché et aux commerçants indépendants de vivre. Sarkozy a fait sauter ce critère. Et aujourd'hui, on ne s'occupe pas si les commerçants, si on ne s'occupe pas, qui est-ce qui va mourir par rapport à un nouveau supermarché qu'on va implanter. Donc, il est là, c'est pour éviter le gaspillage alimentaire, évitons de donner encore des grandes surfaces. Ça, c'est ma théorie à moi. Et après, il y a la théorie, comme dit Yann, comment on peut laisser partir toute cette nourriture à la poubelle alors qu'il y a des gens qui font qu'un seul repas par jour. C'est un scandale. Alors justement, je viens de faire un sondage, bon, un peu de dernière minute, mais on est à peu près à 75 votes. Achetez-vous vos produits alimentaires en supermarché, c'est 50-50. Vraiment 50-50. Donc, voilà, tout peut basculer à ce moment-là. C'est-à-dire que revenir au monde agricole, par exemple, Sophie à Limeuil, on peut lui commander aussi des choses. Là, Frédéric Reynaud reçoit des appels tous les jours, une vingtaine ou une trentaine par jour pour des lentilles. Et puis après, être en contact avec d'autres marchés, etc. Et privilégier peut-être aussi un nouveau paradigme, ceux qui n'ont pas les injections. Enfin, voilà, faut s'organiser, les fermiers. Et puis, regardez aussi la provenance, hein, parce que depuis qu'il y a eu le conflit en Ukraine, depuis 2022, l'Ukraine est devenue le centre alimentaire mondial, parce que tout vient d'Ukraine maintenant. Quand ce n'est pas le blé, c'est autre chose. Donc, encore une fois, voilà. Puis en plus, j'ai fait une émission avec Philippe Imbert récemment sur les intestins, le gluten, parce qu'on parle du gaspillage alimentaire, mais il y a aussi la malbouffe, parce qu'on voit aussi, c'est pour ça qu'il faudrait faire une grande émission qui mêlerait à la fois la malbouffe, la nutrition, l'alimentation, le gaspillage alimentaire, mais également les agriculteurs. Donc ça nécessiterait peut-être une, voire plusieurs parties, parce qu'en réalité, il faut revoir totalement la façon de consommer, parce que nous sommes en fait responsables de notre propre consommation alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qui nous dit mange ceci, mange cela. Et il a beau nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui est complètement débile parce qu'il permet au McDo de faire Flores et puis de faire consommer de la viande humaine. Moi, je l'ai découvert dans les dossiers Epstein, ça, que McDo mettait dans ses burgers de la viande humaine. Donc, c'est pas… Voilà. Tout est maintenant public. Hein, il suffit de chercher. Mais voilà, donc, c'est important de recréer ce paradigme et je vous remercie à tous les deux, Yann et Martine, de participer justement à ce nouveau paradigme alimentaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui. Merci à tous. Alors, c'était la dernière émission de la semaine. Alors, demain, je serai sur Nexus avec Élodie Cazebiel et Michel Procurant, mais pas pour le direct parce qu'il y a eu un souci d'organisation avec Nexus. Ils avaient trop d'invités. Donc, du coup, on fera un enregistrement juste avant. Donc, si je passe en direct avec mes collègues, ce sera peut-être au tout début. On ne sait pas encore. Mais de ce fait, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres émissions. Merci Yann, merci Martine et à très bientôt. Merci. Au revoir.